Vous êtes-vous déjà demandé si les problèmes auxquels vos enfants sont confrontés ne sont pas seulement les leurs, mais aussi le reflet de ce que vous avez vous-même vécu au cours de votre vie? Carl Jung nous rappelle que rien de ce que nous vivons ne disparaît complètement. Les douleurs que nous n'avons pas assimilées, les peurs que nous avons ravalées en silence et les rêves que nous avons laissés mourir se transforment en une sorte d'héritage invisible. Nous ne parlons pas ici d'argent ou de biens matériels, mais de quelque chose de beaucoup plus profond, les schémas psychiques qui se répètent de génération en génération. Pour Jung, nous n'héritons pas seulement de gènes, nous héritons aussi d'émotions, de symboles et de complexes inconscients. Il comparait la vie de l'âme à un fleuve qui coule, et chaque génération est comme un méandre de ce fleuve. Si à un moment donné il y a eu un obstacle, une déviation, celui-ci peut continuer à affecter le cours de l'eau longtemps après. C'est ainsi qu'un traumatisme non résolu peut traverser les décennies et atteindre les enfants et les petits-enfants. On peut appeler cela le karma, mais pas dans le sens punitif, comme s'il s'agissait d'une malédiction inévitable. Jung a réinterprété le mot karma comme une répétition psychique, ce qui n'est pas résolu a tendance à revenir. Ainsi, les enfants finissent par porter ce que leurs parents n'ont pas réussi à élaborer. Si une mère a vécu marquée par l'insécurité, son fils peut grandir en se méfiant toujours de lui-même. Si un père n'a jamais affronté sa colère, sa fille peut reproduire des relations agressives. Ce karma ne s'exprime pas seulement par des comportements visibles, mais aussi par des silences et des absences. Ce que les parents n'ont pas dit, ce qu'ils ont caché, ce qu'ils ont balayé sous le tapis de la conscience, se révèle souvent dans la vie de leurs enfants sous forme de symptômes, de choix douloureux ou de peurs sans nom. C'est comme si la psyché, dans sa sagesse silencieuse, cherchait à réparer ce qui a été ignoré. Prenons un exemple courant. Un homme qui a vécu dans l'extrême pauvreté peut avoir développé une peur viscérale de manquer de nourriture. Même après avoir acquis une vie confortable, cette peur s'infiltre dans sa façon d'éduquer ses enfants. Il répète des phrases telles que « mange tout, car demain il n'y en aura peut-être pas. Garde chaque pièce, car l'avenir est incertain. » Les enfants grandissent avec cette anxiété financière, même s'ils n'ont jamais connu la faim. C'est le karma psychologique à l'œuvre. Autre exemple, une femme qui a été abandonnée dans son enfance peut développer un besoin intense de contrôler ses enfants, de peur de les perdre comme elle a perdu un jour la sécurité de son foyer. Elle les étouffe de soins, les empêche de faire leurs propres choix et sans s'en rendre compte, leur transmet le même sentiment de manque de liberté qu'il a un jour blessé. Le karma ici n'est pas une punition, mais une répétition. La bonne nouvelle, c'est que Jung croyait que ce cycle pouvait être transformé. Lorsque nous prenons conscience des courants invisibles qui nous relient au passé, nous ouvrons un espace pour nous libérer non seulement nous-mêmes, mais aussi nos enfants. La conscience est la clé qui met fin à la répétition. Comme il le disait, ce que nous ne confrontons pas en nous-mêmes, nous le rencontrons comme destin. Aux yeux de Jung, libérer ses enfants ne signifie pas les épargner de toutes les souffrances, car la vie, en soi, comporte des défis inévitables. Mais cela signifie ne pas les laisser prisonniers de douleurs qui ne sont pas les leurs. Cela signifie ne pas leur transmettre les chaînes que nous devons porter et transformer. C'est ce qui rend la maturité si spéciale. Dans notre jeunesse, nous sommes trop occupés à essayer de survivre, de construire, de prouver. Mais au fil des années, nous acquérons la possibilité de regarder en arrière et de voir le fil qui relie les générations. Et dans ce regard, nous avons la chance de briser les schémas, de reconnaître que beaucoup de ce qui se répète peut être dissous. C'est le but de cette réflexion, comprendre comment libérer nos enfants du poids de notre karma, en reconnaissant ce qui nous appartient et en leur donnant la chance d'être pleinement eux-mêmes. Le chemin n'est pas facile, mais il est possible. Et c'est peut-être l'un des plus grands héritages que nous puissions laisser. Non pas le poids du passé, mais la légèreté d'un avenir libre. Pour Jung, l'inconscient n'est pas seulement individuel. Il existe également un inconscient collectif, un vaste réservoir de symboles et de souvenirs hérités. Mais avant d'arriver au collectif, nous devons comprendre l'héritage familial, ce que nous avons reçu de nos parents et que nous transmettons sans nous en rendre compte. C'est à ce niveau intime, presque invisible, que le karma psychologique se manifeste avec le plus de force. Quand on parle de karma psychologique, on parle de schémas qui se répètent. Une femme qui a grandi sans affection peut devenir une mère qui, même si elle aime ses enfants, a du mal à exprimer son amour. Les enfants grandissent en se sentant émotionnellement vides
et sans le comprendre, transmettent ce vide à leur tour. Le cycle se perpétue, non par méchanceté mais par manque de conscience. Jung disait que les complexes sont des noyaux d'énergie psychique qui se forment autour d'expériences émotionnelles fortes. Ils fonctionnent comme de petites entités autonomes dans l'esprit. Lorsqu'un complexe n'est pas reconnu, il agit seul, nous pousse à des réactions automatiques et nous fait répéter des comportements que nous ne contrôlons pas. C'est pourquoi, face à certaines situations, nous réagissons de manière excessive, sans comprendre pourquoi. Ce qui semble n'être qu'une irritation momentanée peut en fait être l'activation d'un complexe ancien. Le problème est que ces complexes ne se limitent pas à l'individu. Ils se transmettent de manière subtile, par des mots, des silences, des gestes, des peurs et même par l'atmosphère émotionnelle de la maison. Ainsi, les enfants finissent par recevoir un fardeau qui ne leur appartient pas. Ils absorbent les non-dits, la tension dans les regards, le poids des ressentiments. On peut observer un exemple concret dans les familles marquées par la violence. Un père qui n'a jamais surmonté le fait d'avoir été battu pendant son enfance peut devenir agressif, même s'il se promet de ne pas reproduire ce qu'il a subi. Sans s'en rendre compte, il transmet à ses enfants le même schéma de peur, de silence et de soumission. L'enfant grandit en croyant que l'amour s'accompagne toujours de douleur et peut reproduire ce schéma dans ses relations adultes. Un autre exemple fréquent se trouve dans les familles qui ont connu des privations financières. Les parents qui ont connu la misère ont tendance à élever leurs enfants dans un discours de pénurie. Même lorsque la réalité change, le psychisme reste conditionné. Une fille qui a grandi en entendant « l'argent ne pousse pas sur les arbres » peut, à l'âge adulte, se sentir coupable chaque fois qu'elle dépense, comme si la vie était une lutte constante contre le manque. C'est le karma émotionnel de la pauvreté, une blessure qui traverse les générations. Il existe également des complexes liés à l'honneur et au statut social. Un père qui a été humilié parce qu'il n'a pas fait d'études peut projeter sur ses enfants l'obligation d'obtenir des diplômes universitaires. Le fils portant ce poids peut même accomplir de grandes choses, mais toujours avec le sentiment de ne pas l'avoir fait pour lui-même, mais pour satisfaire une dette invisible héritée. Dans ce cas, le succès ne libère pas, mais emprisonne encore plus. Reconnaître ce processus est le premier pas vers la libération. Jung insistait sur le fait que l'inconscient ne disparaît pas lorsqu'on l'ignore. Au contraire, il agit avec plus de force. C'est pourquoi la solution n'est pas de nier les complexes, mais de les ramener à la conscience. Lorsqu'un père ou une mère se rend compte que la colère, la peur ou les exigences proviennent de blessures anciennes, il ou elle peut choisir de ne pas les transmettre. C'est à ce moment-là que le karma cesse d'être une fatalité. Ce qui était auparavant une répétition aveugle devient un choix conscient. Comme le disait Jung, tant que vous n'avez pas rendu conscient l'inconscient, il gouvernera votre vie et vous l'appellerez destin. Cette phrase résume l'essence de l'héritage psychique. Tant que nous ne reconnaissons pas ce que nous portons en nous, nous vivons en croyant que les circonstances sont immuables. Mais en prenant conscience, nous pouvons transformer. Libérer ses enfants, dans ce sens, ce n'est pas les épargner des difficultés, mais leur éviter de porter des souffrances qui ne leur appartiennent pas. C'est regarder à l'intérieur de soi, assumer la responsabilité de ce que nous avons hérité et décider que le cycle peut s'arrêter avec nous. La vie nous réserve toujours des défis, mais nous ne devons pas imposer à nos enfants les fardeaux qui nous incombent. Tel est le véritable héritage. Non pas le poids inconscient du passé, mais la liberté d'écrire une nouvelle histoire. Si vous aimez ce genre de réflexion, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Jung a développé le concept de l'ombre, qui représente tout ce que nous refusons ou réprimons en nous-mêmes. La colère que nous n'acceptons pas, l'envie que nous cachons, les désirs que nous jugeons inacceptables, les peurs que nous cachons même à nous-mêmes. Ces parties ne disparaissent pas, elles restent dans l'inconscient, attendant une occasion de refaire surface. C'est comme une pièce sombre dans la maison de la psyché. Peu importe combien de temps nous gardons la porte fermée, à un moment donné, ce qui se trouve à l'intérieur se manifeste. Le problème est que, souvent, nous ne reconnaissons pas notre ombre comme faisant partie de nous. Au lieu de cela, nous la projetons sur les autres. Et ceux qui sont les plus proches, ceux qui vivent avec nous au quotidien, finissent par devenir la cible principale de ces projections, nos enfants. Ainsi, ce que nous ne supportons pas de voir en nous-mêmes nous dérange chez eux. La mère qui n'a jamais pu étudier exige que son fils soit le meilleur de la classe, comme si sa réussite pouvait effacer sa frustration. Le père qui a réprimé sa propre sensibilité
rejette son fils sensible, le traitant de faible. Ces projections fonctionnent comme des chaînes invisibles, une sorte de karma psychologique. L'enfant se retrouve alors chargé d'attentes, de rejets et de culpabilité qui ne lui appartiennent pas. Sans en comprendre la raison, il ressent le besoin de compenser quelque chose, ou de lutter contre quelque chose qui, en réalité, appartient à la psyché de ses parents. C'est l'un des modes les plus subtils et aussi les plus destructeurs de transmission de l'ombre. Un exemple pratique permet de clarifier cela. Imaginez un homme qui a grandi dans une famille stricte où montrer ses émotions était un signe de faiblesse. Il a appris à réprimer ses pleurs, à ravaler sa douleur et à toujours rester fort. À l'âge adulte, lorsqu'il voit son fils pleurer pour une chose insignifiante, il ressent une irritation disproportionnée. Ce n'est pas que les pleurs de l'enfant soient intolérables, mais ils réveillent dans son inconscient la partie de lui-même qui a été étouffée. S'il ne s'en rend pas compte, il punira son fils en le forçant à réprimer ses émotions comme il a été contraint de le faire autrefois. Le cycle se répète. Un autre cas fréquent se produit dans les familles où la femme, sous la pression sociale, a réprimé son désir d'indépendance. Sans s'en rendre compte, cette mère peut critiquer sa fille lorsqu'elle cherche à devenir autonome, la traitant d'égoïste ou de désobéissante. En réalité, ce qui la dérange, ce n'est pas l'attitude de sa fille, mais le souvenir silencieux de la liberté qu'elle n'a jamais pu vivre. La fille porte alors le poids d'une ombre qui ne lui appartient pas. Pour Jung, la rencontre avec l'ombre est un processus douloureux, mais absolument nécessaire. Il est douloureux parce qu'il exige de reconnaître que nous ne sommes pas seulement lumière, vertu et bonté. En nous, il y a de la colère, de l'envie, de la jalousie, un désir de pouvoir, de la fragilité. Mais c'est aussi libérateur, car ce n'est qu'en assumant cette part d'ombre que nous cessons de la projeter sur les autres. Il disait que l'ombre ne doit pas être détruite, mais intégrée. Intégrer ne signifie pas agir en fonction d'elle, mais reconnaître son existence et dialoguer avec elle. Un père qui reconnaît sa propre fragilité peut soutenir son enfant sensible au lieu de le rejeter. Une mère qui accepte sa frustration peut encourager sa fille à vivre ce qu'elle n'a pas vécu, au lieu de la critiquer. Cette intégration est en fait une forme de libération. Lorsque nous cessons de voir nos enfants comme le reflet de nos ombres, nous commençons à les voir comme des individus uniques qui ont le droit d'être différents de nous. C'est à ce moment-là que le karma se brise. Le courant invisible perd de sa force lorsque la conscience entre en jeu. Se demander « qu'est-ce qui me dérange tant chez mon enfant ?» est un exercice profond de connaissance de soi. Souvent, la réponse en dit plus long sur nous que sur eux, et c'est dans cette reconnaissance que réside la possibilité du changement. Jung rappelait que personne n'atteint la lumière sans avoir d'abord traversé ses propres ténèbres. L'ombre n'est pas une ennemie, mais une partie intégrante de l'âme. Et lorsque nous avons le courage de la regarder en face, nous offrons à nos enfants le plus beau des cadeaux, la chance de ne pas vivre prisonniers de ce que nous-mêmes ne parvenons pas à accepter. Peu de fardeaux sont aussi invisibles et aussi lourds que les attentes des parents. Jung disait que les enfants ne viennent pas au monde pour réaliser les rêves de leurs parents. Pourtant, combien d'entre nous ne projetons pas sur eux les désirs que nous n'avons pas pu réaliser? Cette projection commence tôt, presque sans qu'on s'en aperçoive. Le bébé apprend encore à faire ses premiers pas et porte déjà des attentes. Qu'il soit intelligent, obéissant, qu'il réussisse, qu'il fasse ce que ses parents n'ont pas pu faire. C'est comme si, inconsciemment, nous voulions qu'il soit la version corrigée de nous-mêmes. Mais ce poids, même s'il est enveloppé d'affection, peut se transformer en chaîne. Le fils devient le rêve de docteur du père qui n'a pas pu faire d'études. La fille devient la fierté de la famille qui doit faire un bon mariage parce que la mère n'y est pas parvenue. Ces désirs, lorsqu'ils ne sont pas reconnus, emprisonnent les enfants. Ils ne vivent pas pour eux-mêmes, mais pour répondre aux fantômes du passé. Leur vie devient une tentative de compenser les frustrations de leurs parents. On en trouve un exemple clair dans les familles où les parents déterminent la carrière de leurs enfants. Le jeune a un talent pour l'art, mais il est contraint de devenir avocat. La jeune fille rêve de voyager, mais elle est poussée vers un mariage stable. Souvent, l'obéissance initiale est considérée comme un signe de respect et de gratitude, mais le prix à payer vient plus tard. Ressentiment, frustration ou, dans certains cas, une rébellion silencieuse qui ronge les liens familiaux. Ces histoires se répètent dans différentes cultures. Le père qui a travaillé dur dans un métier manuel rêve que son fils devienne médecin sans se rendre compte que son fils a une âme de musicien.
La mère qui s'est sentie rejetée dans son mariage place en sa fille l'espoir qu'elle sera la femme parfaite. Ces attentes créent non seulement des objectifs irréalistes, mais aussi des peurs. La peur de décevoir, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'échouer dans un rôle qui n'aurait jamais dû être assumé. Pour Jung, il s'agit d'une forme de déviation de l'individuation. L'individuation est le processus par lequel chaque être humain devient qui il est vraiment, en intégrant ses potentialités uniques. Lorsqu'un enfant est obligé de vivre le rêve de ses parents, il cesse de suivre son propre chemin vers l'individuation. Il vit une vie empruntée, ce qui crée un vide existentiel qu'aucune réalisation extérieure ne peut combler. Il convient de rappeler que les attentes ne s'expriment pas uniquement par des ordres directs. Elles se manifestent souvent dans le ton de la voix, dans un regard désapprobateur, dans un silence lourd. Un enfant qui choisit une profession différente peut entendre « Bien sûr, si c'est ce que tu veux », mais le ton révèle une déception. Ces petites expressions sont aussi fortes que les impositions explicites. Et quel est le rapport avec le karma? Précisément parce que ces schémas ont tendance à se répéter. L'enfant qui a vécu pour satisfaire les rêves de ses parents peut, plus tard, exiger de ses propres enfants qu'ils réalisent les siens. La fille qui a été poussée vers un mariage peut, inconsciemment, pousser sa fille vers le même destin, répétant le cycle sans s'en rendre compte. La libération commence lorsque les parents reconnaissent la différence entre leurs propres désirs et le destin de leur enfant. Aimer, ce n'est pas projeter, mais permettre. C'est comprendre que les enfants ne sont pas le prolongement de nous-mêmes, mais des êtres uniques, venus au monde pour vivre des expériences que nous ne comprendrons peut-être jamais totalement. Leur permettre de choisir leur voie ne signifie pas ne pas les guider. Cela signifie leur offrir son soutien sans leur imposer de destin. C'est marcher à leur côté, pas devant eux. C'est reconnaître que la plus grande victoire d'un père ou d'une mère n'est pas de voir son enfant répéter son histoire, mais d'être témoin de l'épanouissement d'une vie authentique. Aimer, en ce sens, c'est aussi lâcher prise. C'est laisser son enfant faire des choix qui peuvent nous surprendre, voire nous contrarier, mais qui sont le reflet de qui il est vraiment. Comme le disait Jung, la vie qui n'est pas vécue en nous sera vécue par les autres. Lorsque nous ne vivons pas notre propre essence, nous finissons par essayer de forcer nos enfants à la réaliser. Libérer ces enfants, c'est donc vivre notre propre individuation et leur donner le droit de vivre la leur. Jung rappelait que la psyché est mue par des symboles, et les mots que nous répétons sont des symboles vivants, capables de façonner l'inconscient. Un simple « tu ne vaux rien », dit dans l'enfance dans un moment de colère, peut résonner pendant des décennies, s'installant comme une voix intérieure qui accompagne la personne toute sa vie. De même, un compliment excessif, tel que « tu es la raison de ma vie », peut devenir un fardeau insupportable, créant le sentiment que l'enfant n'a pas le droit d'échouer ou de choisir une voie différente de celle attendue. Les mots sont des graines semées dans le sol fertile de l'enfance. Certains fleurissent en confiance et en courage, d'autres poussent comme des mauvaises herbes qui étouffent l'estime de soi. Chaque répétition renforce la racine, et même des phrases prononcées sans intention peuvent se transformer en vérités intérieures. Mais il n'y a pas que les mots. Le silence transmet également des messages profonds. Un père qui ne dit jamais « je t'aime », même s'il aime, peut donner naissance à des enfants qui grandissent en doutant de leurs valeurs. L'absence de mots de reconnaissance peut être interprétée par l'enfant comme une absence d'amour. De même, une mère qui ne reconnaît jamais les réussites de son enfant lui donne le sentiment que rien de ce qu'il fait n'est suffisant. Dans ce cas, le silence n'est pas vide. Il est rempli d'insécurité et de doute. Un exemple concret illustre bien ce processus. Une jeune fille a grandi en entendant constamment des critiques. « Tu aurais pu faire mieux. Ce n'est pas assez bien. Les autres font mieux que toi. » Même lorsqu'elle obtenait de bonnes notes ou réalisait des succès personnels, il y avait toujours un « mais » qui minimisait ses efforts. À l'âge adulte, cette jeune fille est devenue une femme incapable de reconnaître ses propres mérites. Elle pouvait être promue au travail, mais elle estimait ne pas le mériter. Elle pouvait recevoir des compliments, mais elle les rejetait, estimant qu'ils étaient exagérés. Le karma des mots négatifs s'était transformé en un complexe d'infériorité. Un autre exemple apparaît à l'opposé, l'excès de mots chargés d'attentes. Un enfant qui grandit en entendant « tu es la fierté de la famille » peut se sentir prisonnier d'une identité qui ne lui appartient pas. Il en vient à croire qu'il ne peut pas se tromper, qu'il ne peut pas décevoir, qu'il ne peut pas montrer de faiblesse. Cette pression invisible se transforme en anxiété et en peur de l'échec,
ce qui entrave sa capacité à vivre de manière authentique. Pour Jung, le pouvoir des mots est lié à l'inconscient, car chaque phrase a une valeur symbolique. Ce n'est pas seulement du son ou du langage, c'est de l'énergie psychique. Les mots d'encouragement peuvent devenir des talismans intérieurs, répétés silencieusement dans les moments difficiles. À l'inverse, les mots dévalorisants peuvent se cristalliser comme des blessures, façonnant la façon dont la personne se perçoit. Pour se libérer de ce karma, il faut briser ses discours internes. Il ne suffit pas de s'excuser tardivement, même si cela a aussi de la valeur. Il faut offrir à ses enfants de nouveaux récits, des phrases qui peuvent remplacer la dureté du passé. De petites déclarations répétées avec sincérité peuvent avoir un effet profond. Cela ne signifie pas seulement faire des compliments, cela signifie parler avec conscience. Dire « je te fais confiance »,« je sais que tu peux choisir ton chemin »,« je suis là mais ta vie t'appartient ». De tels mots n'emprisonnent pas mais libèrent. Ils reconnaissent l'individualité de l'enfant et lui offrent un soutien sans lui imposer de destin. De même, le silence peut être guéri lorsqu'il est remplacé par l'expression claire des sentiments. Un père qui n'a jamais dit « je t'aime » peut commencer, même à un âge mûr, à exprimer cet amour. Une mère qui n'a jamais reconnu les réussites de son enfant peut apprendre à dire « tu as bien fait, je suis fier de toi ». Peu importe l'âge, le psychisme accueille ces mots comme un baume. Jung nous rappelle qu'il n'est pas possible d'effacer le passé, mais qu'il est toujours possible de lui donner un nouveau sens. Lorsque les parents choisissent consciemment de changer leur façon de communiquer, ils ne transforment pas seulement leur relation actuelle, mais brisent également des chaînes invisibles qui pourraient emprisonner leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants. Les paroles et les silences des parents sont des héritages puissants. Ils peuvent peser comme des pierres ou devenir des ailes. Libérer ses enfants, dans ce sens, signifie apprendre à parler consciemment, avec simplicité et vérité. Car souvent, une phrase dite avec amour peut libérer plus que des années de silence. Les peurs se transmettent également, pas seulement les peurs conscientes, celles que nous pouvons nommer, mais aussi celles qui s'installent silencieusement, infiltrées entre les lignes du quotidien. Une famille qui a survécu à la guerre peut transmettre à ses enfants un état d'alerte permanent, même s'ils n'ont jamais vu une arme. Une famille qui a connu la faim peut transmettre une anxiété face à une table bien garnie, comme si la nourriture pouvait disparaître à tout moment. Le corps se détend, mais le psychisme reste en alerte. Pour Jung, ces peurs sont des complexes hérités. Elles ne naissent pas nécessairement d'une expérience directe, mais d'une mémoire émotionnelle transmise. L'inconscient ne connaît pas de frontières temporelles ou spatiales. Ce qui a été vécu intensément par une génération a tendance à se répercuter sur les suivantes comme un écho qui insiste pour se répéter jusqu'à ce qu'il soit reconnu. C'est pourquoi de nombreuses personnes vivent avec des peurs qu'elles ne peuvent expliquer, des angoisses vagues, des pressentiments de malheur, des insécurités qui semblent disproportionnées par rapport à la réalité présente. Les enfants absorbent la peur sans savoir d'où elle vient. Ils sentent la tension dans l'air à la maison, perçoivent le regard méfiant de leurs parents, remarquent le ton de leur voix chargé d'inquiétude et, comme des éponges émotionnelles, ils intériorisent cette atmosphère comme si elle était la leur. Un exemple pratique illustre clairement cette dynamique. Imaginez un père qui craint constamment de perdre son emploi. Il vit dans une angoisse permanente, répétant des phrases telles que « rien n'est sûr »,« mon patron peut me licencier à tout moment »,« nous devons économiser car l'avenir est incertain ». Son fils, même s'il grandit dans un contexte stable, absorbe l'idée que le monde est instable et dangereux. À l'âge adulte, cet enfant peut développer une anxiété chronique, avoir du mal à croire en l'avenir, vivre dans l'attente permanente que quelque chose de mauvais arrive. Sans s'en rendre compte, il porte en lui une peur qui n'est pas la sienne. Autre exemple, une mère qui a grandi dans un environnement violent où la rue représentait un danger. Même si ses enfants grandissent dans un quartier sûr, elle les protège, les met constamment en garde contre les risques, leur interdit de sortir, leur répète que le monde extérieur est cruel. Au lieu de se sentir en confiance pour explorer la vie, son fils grandit en croyant que tout pas hors du portail est une menace. Sa peur devient sa prison. Jung disait que la peur qui n'est pas affrontée se transforme en ombre. Elle ne disparaît pas, elle change simplement de forme. Elle peut se transformer en phobie, en anxiété, en crise de panique ou même en maladie psychosomatique. Mais lorsqu'elle est reconnue, la peur perd une partie de son pouvoir. La libération ne signifie pas ne plus ressentir, mais assumer la responsabilité de ce qui nous appartient.
C'est pourquoi le rôle des parents est crucial. Lorsqu'un père ou une mère reconnaît « cette peur est la mienne, pas la tienne », quelque chose se transforme. L'enfant ou l'adulte n'a plus à porter comme un fardeau un poids qui ne lui appartient pas. Cette simple séparation entre ce qui appartient à l'histoire des parents et ce qui relève de l'expérience personnelle coupe les chaînes invisibles qui pourraient emprisonner toute une vie. Ce processus exige du courage. Beaucoup de parents préfèrent masquer leur propre peur par des phrases autoritaires, plutôt que d'avouer leur fragilité. Mais Jung nous rappelle que la véritable force naît de la confrontation avec nos vulnérabilités. Un père qui admet avoir peur enseigne à son enfant qu'il n'y a pas de mal à ressentir, tant qu'on ne vit pas esclave de ce sentiment. En reconnaissant leur propre peur, les parents ne se libèrent pas seulement eux-mêmes, mais offrent également à leurs enfants un modèle d'authenticité. Ils leur montrent qu'il est possible de vivre avec courage, même face à l'incertitude. De plus, ils brisent le cycle de la transmission inconsciente, empêchant les fantômes du passé de continuer à hanter l'avenir. Au final, la peur n'a pas besoin d'être une chaîne invisible. Elle peut être transformée en pont lorsqu'elle nous rapproche de qui nous sommes et nous rappelle que faire face à l'obscurité est une partie essentielle du chemin. Libérer nos enfants de nos peurs est avant tout un acte d'amour conscient. Cela signifie ne pas les laisser vivre enchaînés à des peurs qui ne leur appartiennent pas, mais leur donner le droit de construire une vie fondée sur la confiance. Freud parlait de compulsion de répétition, la tendance à revivre des expériences traumatisantes comme si nous étions prisonniers d'un scénario invisible. Jung a élargi cette idée en montrant que ce ne sont pas seulement les individus qui répètent, mais des familles entières. Les schémas émotionnels, les mauvais choix, les échecs qui semblent inévitables, tout cela peut traverser les générations comme une chaîne silencieuse. Ces répétitions donnent l'impression d'un destin ou d'une malédiction, mais Jung les a appelées « karma psychologique ». Il ne s'agit pas de quelque chose d'imposé de l'extérieur, mais de contenus inconscients qui cherchent à s'exprimer. Tant qu'il n'y a pas de conscience, le schéma se poursuit. C'est comme une pièce de théâtre jouée à plusieurs reprises, où seuls les acteurs changent, mais l'intrigue reste la même. Les familles marquées par des divorces conflictuels, des faillites constantes ou des maladies similaires révèlent ce cycle. 3 générations d'hommes qui ont tout perdu dans des affaires mal planifiées, des mères et des filles qui ont épousé des partenaires abusifs, des grands-parents, des parents et des petits-enfants qui ont la même addiction, la même tendance à l'autosabotage. Ce sont des histoires qui semblent différentes en surface mais qui partagent la même racine inconsciente. Un exemple concret aide à visualiser cela. 3 générations de femmes qui ont épousé des hommes alcooliques. La grand-mère croyait pouvoir guérir son mari grâce à son dévouement. Sa fille, jurant de ne pas répéter le destin de sa mère, a choisi un homme différent, mais a fini par être attirée à nouveau par quelqu'un ayant la même dépendance. La petite fille, même si elle a grandi en étant témoin des dégâts, s'est engagée avec un partenaire au profil similaire. La répétition n'est pas une coïncidence. C'est l'inconscient qui cherche à résoudre ce qui n'a jamais été intégré. C'est comme si la vie disait « Regarde cela car cela n'a pas encore été compris ». Un autre cas courant est celui des familles où l'échec financier se répète. Le grand-père perd ses terres à cause de mauvaises décisions. Le père investit dans des entreprises risquées et échoue. Le fils, même s'il a été averti de ne pas commettre les mêmes erreurs, finit par reproduire le même schéma. Derrière cela, il existe une relation inconsciente avec l'argent, des croyances d'indignité, des peurs non élaborées, une culpabilité liée à la prospérité. Tant que le contenu reste caché, le cycle se poursuit. Pour Jung, la chance de rompre ce cycle vient avec l'individuation. Il s'agit du processus qui consiste à devenir qui l'on est vraiment, en intégrant la lumière et l'ombre, en assumant la responsabilité de son propre contenu inconscient. Lorsqu'un membre de la famille décide de regarder en lui-même et de dire « avec moi le cycle s'arrête », une nouvelle possibilité s'ouvre. La conscience éclaire le schéma, et ce qui semblait auparavant être le destin se révèle n'être qu'une répétition inconsciente. Cette rupture exige toutefois du courage. Elle implique d'affronter d'anciennes douleurs, de remettre en question des croyances héritées, de défier des loyautés invisibles. Souvent, la première personne qui brise le cycle est considérée comme étrange ou rebelle dans la famille. La fille qui décide de ne pas reproduire le mariage malheureux de sa mère peut être critiquée pour sa quête d'indépendance. Le fils qui choisit une vie simple pour ne pas être esclave de l'argent peut être considéré comme un raté.
Mais en réalité, ces actes sont les graines de la libération. Il est important de noter que rompre ne signifie pas rejeter sa famille. Au contraire, c'est un acte d'amour profond, car en transformant le schéma en soi-même, on empêche que le poids ne soit transmis aux enfants et aux petits-enfants. C'est un sacrifice conscient, porter la douleur de regarder ce qui a été nié, afin que ceux qui viennent après puissent vivre libres. Jung disait que ce qui n'est pas conscientisé revient sous forme de destin. Rompre le cycle, c'est justement transformer le destin en choix. C'est reconnaître que la répétition n'est pas inévitable, mais un appel à la conscience. Libérer ses enfants dans ce contexte, c'est avoir le courage de rompre. C'est regarder en arrière avec compassion, reconnaître les erreurs et les souffrances qui se sont répétées, et décider que l'histoire n'a pas besoin de se poursuivre de la même manière. C'est leur offrir le cadeau le plus précieux, la chance de vivre quelque chose de nouveau qui n'est pas déterminé par les courants du passé. Jung définissait l'amour comme une force transformatrice, capable d'intégrer la lumière et l'ombre, le conscient et l'inconscient, la raison et l'instinct. Mais il mettait également en garde. L'amour aveugle, inconscient, peut devenir une forme d'emprisonnement. Beaucoup de parents croient aimer alors qu'ils ne font que projeter sur leurs enfants leurs peurs, leurs manques et leurs désirs inassouvis. Et ce type d'amour, au lieu de nourrir, crée des chaînes invisibles. Quand un père dit à son fils « Tu es tout ce que j'ai », cela peut sembler une déclaration d'affection, mais cela cache un piège. L'enfant se retrouve alors chargé de la responsabilité émotionnelle de son père. Lorsqu'une mère, traumatisée par l'abandon, exige de son fils qu'il lui promette de ne jamais la quitter, elle transforme la relation en prison. Il ne s'agit pas de méchanceté, mais d'un amour inconscient qui ne fait pas la distinction entre ses propres blessures et la vie de l'autre. L'amour conscient est différent. Il commence par la reconnaissance. J'ai des blessures, mais je ne vais pas te les infliger. Cette reconnaissance permet à l'enfant d'être aimé tel qu'il est, et non comme une projection. C'est l'acceptation du fait que tu n'es pas ma continuation, mais un être unique. Et enfin, c'est la libération contenue dans la phrase « Je suis à tes côtés, mais ta vie t'appartient ». Un exemple concret peut illustrer cela. Une mère qui a souffert d'abandon dans son enfance peut, inconsciemment, emprisonner son enfant dans un lien étouffant, de peur de le perdre. Elle l'appelle plusieurs fois par jour, l'empêche de s'éloigner, contrôle ses choix. Son intention est de le protéger. Mais le résultat est inverse. Son fils grandit sans autonomie, se sentant coupable chaque fois qu'il aspire à la liberté. Cependant, si cette mère reconnaît sa douleur, fait un travail sur elle-même et comprend que sa peur appartient au passé, elle peut agir différemment. Elle peut offrir à son fils la sécurité qu'il n'a jamais eue, non par contrôle, mais par confiance. C'est cela l'amour qui guérit. Autre exemple, un père qui se sent comme un échec professionnel peut projeter sur son fils l'obligation de réussir. Chaque choix du jeune est jugé à l'aune du père. Ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Tu dois devenir quelqu'un dans la vie. L'amour inconscient, dans ce cas, emprisonne le fils dans une course qui n'est pas la sienne. Mais si le père parvient à reconnaître sa propre frustration comme quelque chose de personnel, il peut dire « Ta vie t'appartient, et mon amour ne dépend pas de tes réussites ». Cette phrase libère, car elle sépare le destin de l'enfant du poids du père. Pour Jung, l'amour conscient est l'antidote à la répétition inconsciente. C'est lui qui empêche les ombres, les peurs et les attentes d'être transmises comme un héritage. Aimer consciemment ne signifie pas être parfait ou ne pas faire d'erreur, mais être attentif à la fine ligne qui sépare le soutien de l'emprisonnement. Cela signifie avoir le courage de regarder en soi et de reconnaître « ce que j'exige de mon enfant, est-ce à propos de lui ou de moi ?» Ce type d'amour n'élimine pas les difficultés de la vie. Les enfants continueront à faire face à des frustrations, des pertes, des doutes, car cela fait partie du processus d'individuation. Mais l'amour conscient garantit qu'ils n'auront à affronter que leurs propres défis, et non le poids accumulé des générations précédentes. Aimer consciemment, c'est en fin de compte faire confiance. Avoir confiance que chaque être humain a en lui les ressources nécessaires pour trouver sa voie. Avoir confiance que les erreurs font partie de l'apprentissage. Avoir confiance que la vie de nos enfants n'a pas besoin d'être une copie de la nôtre pour avoir de la valeur. C'est l'amour qui libère. Il ne retient pas, n'étouffe pas, ne manipule pas. Il fait de la place, offre des racines, et en même temps donne des ailes. Il enseigne qu'être à côté n'est pas la même chose que diriger, et que soutenir ne signifie pas contrôler. Pour Jung, intégrer la lumière et l'ombre
est le grand défi de la psyché. L'amour conscient est l'expression la plus élevée de cette intégration. C'est en lui que parents et enfants peuvent se rencontrer comme deux êtres à part entière, et non comme deux moitiés dépendantes. Lorsque cet amour s'épanouit, le karma psychologique perd de sa force, et l'héritage transmis cesse d'être un fardeau pour devenir une bénédiction. Nos enfants n'ont pas à porter ce qui ne leur appartient pas. Jung nous enseigne que ce que nous ne confrontons pas en nous-mêmes, nous le transmettons comme un karma. Ce karma n'est pas une sentence cosmique, mais un héritage psychique, les peurs non reconnues, les ombres niées, les attentes étouffantes, les mots maudits ou les silences lourds. Tout ce que nous laissons dans l'obscurité de l'inconscience se projette sur nos enfants, demandant à être regardés d'une manière ou d'une autre. Mais Jung nous donne également la clé de la libération, la conscience. C'est la prise de conscience qui met fin à la répétition. Lorsque nous reconnaissons nos ombres, que nous abandonnons nos attentes, que nous faisons attention à ce que nous disons, que nous affrontons nos peurs, que nous brisons les cycles et que nous apprenons à aimer consciemment, nous leur léguons un héritage différent. Non pas l'héritage du poids, mais l'héritage de la liberté. C'est la grande différence entre vivre inconsciemment et vivre en pleine conscience. Celui qui vit inconsciemment transmet des chaînes. Celui qui s'éveille transmet des ailes. Et ce choix est possible à n'importe quelle étape de la vie, y compris à maturité. Beaucoup pensent qu'il est trop tard pour changer, que ce qui a été transmis ne peut plus être réparé. Mais Jung disait que l'inconscient est intemporel. Chaque fois que la conscience entre en action, quelque chose se transforme, non seulement en nous, mais aussi chez ceux qui nous entourent. Une demande de pardon, un mot de reconnaissance, un geste d'affection peuvent avoir un effet profond, même après des années d'éloignement émotionnel. Le psychisme accueille le changement comme un baume, et les liens commencent à se réécrire. Ainsi, même si nous avons transmis des souffrances, nous pouvons encore offrir la guérison. Le plus grand héritage que nous pouvons laisser n'est pas dans les biens ou les réalisations, mais dans la légèreté qui permet à nos enfants d'être qui ils sont vraiment. Les biens matériels peuvent se perdre, les réalisations peuvent s'effacer, mais la liberté intérieure que nous offrons reste à jamais. C'est un héritage invisible, mais qui façonne des vies. Jung disait que l'individuation consiste à devenir ce que nous avons toujours été destinés à être. C'est le processus qui consiste à intégrer toutes les parties de nous-mêmes et à vivre pleinement. Lorsque nous honorons ce processus dans notre propre vie, nous libérons également nos enfants pour qu'ils vivent la leur. Ils n'ont pas besoin de devenir des versions de nous-mêmes. Ils peuvent s'épanouir en tant qu'êtres uniques, avec leurs propres histoires, sans porter les chaînes qui ne leur appartiennent pas. Le karma n'est donc pas une prison éternelle. C'est une invitation à la transformation. Chaque répétition douloureuse que nous reconnaissons est en fait une occasion de briser le cycle. Chaque ombre affrontée est un pas vers la liberté. Chaque peur assumée, plutôt que projetée, est une chaîne qui se brise. Et peut-être que le plus grand geste d'amour que nous puissions offrir est justement celui-ci. Porter ce qui nous appartient afin qu'ils puissent marcher libres à leur propre rythme. Il n'y a pas d'acte plus humain, plus généreux et plus conscient que celui-ci. Libérer nos enfants de notre karma, c'est aussi nous libérer nous-mêmes. C'est comprendre que le véritable amour n'emprisonne pas, mais ouvre des chemins. Ainsi, lorsque nous regardons nos enfants, qu'ils soient enfants, adultes ou même parents de leurs propres enfants, nous pouvons nous demander « Quel héritage veux-je laisser ?» La réponse ne réside pas dans les biens, les titres ou les propriétés. Elle réside dans le fait de laisser de l'espace pour qu'ils grandissent, se trompent, apprennent et trouvent leur propre vérité. C'est là l'héritage qui libère. C'est la bénédiction silencieuse des parents qui, au lieu de projeter des ombres, offrent la lumière. Au lieu de transmettre leur peur, offrent le courage. Au lieu d'exiger des répétitions, ouvrent les portes à la nouveauté. Un héritage fait non pas de chaînes, mais d'ailes. Et ce faisant, non seulement nous garantissons à nos enfants la chance de vivre pleinement, mais nous honorons également notre propre parcours. Car en fin de compte, s'individualiser, devenir qui nous sommes vraiment, c'est aussi permettre à ceux qui nous entourent, en particulier ceux que nous aimons le plus, de devenir qui ils sont vraiment. Si cette réflexion vous a plu, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir d'autres réflexions comme celle-ci. Ainsi, vous ne manquerez aucun nouveau contenu. Prenez soin de vous et à bientôt.